Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'analyse que nous allons consacrer à la rencontre qui a opposé la France au Portugal. Une rencontre qui a déplu plusieurs et certains aussi qui n'étaient pas contents du spectacle. Mais en même temps, on peut reconnaître que c'était une rencontre qui était très instructive, très riche en enseignements, surtout du point de vue tactique et stratégique. Le Portugal qui se présente dans un 4-3-3 avec Bernardo avec un rôle hybride, Ronaldo à la pointe, Léao sur les ailes et Bruno Fernandes et Vitinha pour compléter le milieu de terrain avec un Palinha dans un rôle de pointe basse. Nuno Mendes, Ruben Dias, Pepe, Jean Cancelo pour compléter la ligne des quatre défenseurs derrière les milieux et les attaquants. Il faut reconnaître que cette équipe offensivement se comporte dans un 4-3-3, mais défensivement se présentait dans un 4-4-2. La France, quant à elle, se présentait dans un 4-4-2 avec un losange, tout un autre système. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu le temps de tout préparer et on a remarqué les lacunes au courant de la rencontre. Vous allez voir que Mbappé, qui était capitaine, avait déjà aussi un carton jaune, Griezmann et Tchouaméni. La ligne défensive, la charnière centrale qui ne cesse de confirmer, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez, Koundé pour compléter les latéraux, Kamavinga qui remplace Rabiot et Kanté pour compléter le milieu de terrain aux côtés de Tchouaméni et Griezmann. D'habitude, la France se présente dans un autre système. Cette fois-ci, ils ont changé. Quelles ont été les conséquences de ce changement de système? Nous allons le voir tout de suite avec ce qui a été l'échec du losange pendant les 60 premières minutes de jeu. L'équipe de France est réputée pour sa capacité de contraction et de réduction des espaces. Comment Martinez a procédé pour bouger ses lignes? Vous allez remarquer que le coach Martinez a utilisé la méthode qu'on a l'habitude d'appeler la fixation du rideau défensif, c'est-à-dire emmener les adversaires sur une zone de terrain et ensuite vite basculer sur un côté pour permettre à l'ailier de se présenter dans des situations de 1 contre 1 face au latéral. Vous allez voir que Léao s'est retrouvé à plusieurs reprises sur le côté gauche, bien soutenu par Nuno Mendes. Malheureusement, vous allez constater que l'infériorité numérique dans la zone de vérité a été défavorable pour le Portugal et surtout qu'en attaque, ils avaient Ronaldo qui n'a pas répondu réellement présent. Les Portugais ont procédé à l'élargissement de ces milieux et ainsi trouver l'ailier Léao pour lui mettre dans les meilleures conditions afin de passer sur des 1 contre 1. Regardez comment est-ce qu'il procède. Vous allez remarquer ici que Kamavinga ne suit pas. Ils essayent d'amener les milieux de terrain français sur un côté. Voilà, ils se retrouvent dans des situations de 1 contre 1 et à plusieurs reprises, Léao a eu raison de Koundé. Le milieu français, qui sera une fois de plus éclaté, ils ont essayé de toutes les manières de trouver Léao sur le côté. Malheureusement, il y a Ronaldo qui ne suivait pas et non plus Vitinha. L'utilisation d'espace, vous allez voir ici comment est-ce que Upamecano est obligé de sortir de sa zone pour aller suivre Léao sur le côté et il n'y avait toujours personne. Vous allez remarquer ici un bel exemple. Vous allez voir que Vitinha vient prendre le ballon et c'est ça aussi le problème. Alors, il y a beaucoup qui se posent la question, pourquoi l'équipe de France ne presse jamais? Le pressing n'est efficace que si l'ensemble de joueurs participent réellement au pressing. Ils ne peuvent pas avoir des transversales. Et c'est quand même dommage pour la France parce qu'ils n'étaient pas habitués à jouer dans ce système. Heureusement que Upamecano ne mettra pas le pied parce que sinon, ça aurait été un penalty. Un autre exemple, regardez comment est-ce qu'ils essayent d'écarter au maximum. Le but, c'est de fixer la défense, trouver l'espace sur le côté et essayer d'isoler Koundé. Ils vont trouver l'espace sur un côté. Heureusement que Kamavinga a pu suivre et empêcher à ce que l'action aille au bout. Jusqu'à la 60e minute, Bruno Fernandes qui va trouver l'espace et Saliba est obligé de sortir sur Bruno Fernandes, laissant un espace derrière, ce qui va créer une des meilleures occasions du Portugal. Et Tchouaméni qui est en retard, heureusement, un autre exemple, regardez ici, une passe entre les lignes et directement, il se retrouve en 1 contre 1 face à Koundé. Et c'était ça la clé de Martinez pendant cette rencontre,
Heureusement que souvent dans les rencontres pareilles, plusieurs équipes font très attention à la notion d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté d'aller de l'avant, mais en contrepartie, on doit aussi reconnaître qu'il y a une certaine crainte de perdre le contrôle du ballon et de se livrer à son adversaire. Comment est-ce que la sortie de Griezmann a eu un impact sur la rencontre? L'entrée de Dembélé a apporté des solutions défensives. Alors, vous allez remarquer ici qu'il y a un équilibre numérique et temporel qui est préservé, non seulement au niveau de la défense, mais aussi au milieu de terrain. Dembélé, ici, vous allez remarquer qu'il se place devant Nuno Mendes et le Portugal n'a plus la solution. Même s'il bascule sur un autre côté, vous allez voir que Dembélé est là. Et avec un jeu beaucoup plus latéral, malheureusement, cette fois-ci, ça ne marche plus. Dembélé est au contact de Ronaldo pour récupérer un ballon. Et comme je vous avais dit, Dembélé n'a pas apporté seulement un appui défensif, mais il a aussi apporté des solutions offensives. Avec la présence d'un joueur sur un côté, l'utilisation des ailes fait en sorte que Nuno Mendes ne sorte plus beaucoup. Vous allez voir que la présence ici des joueurs français est beaucoup plus importante. Ils sont à 5, 4 devant et un joueur sur le côté. Mais la contrepartie de cela, et beaucoup de gens qui ont critiqué cette équipe de France par son jeu trop défensif, après que la France soit sortie sur un haut pressing sur le Portugal, il y a maintenant un déséquilibre qui se crée. Et c'est ce que Deschamps redoute. Voilà, nous allons revenir maintenant à Dembélé, qui a apporté non seulement des solutions défensives, mais il a aussi apporté des solutions offensives. Il est ici, présent dans les demi-espaces. Vous voyez que Kanté est sur le côté. Et à partir de là, la France a pris le contrôle de la rencontre. Il était beaucoup plus présent. Il a apporté de le danger. Il a provoqué. Et vous allez voir que l'équipe de France a mieux joué lorsque Dembélé est rentré. Analysons maintenant le changement que Martinez va apporter. Il décide de mettre un défenseur latéral à vocation beaucoup plus offensive et à apporter Conceição sur le côté. Ils vont maintenant créer ce qu'on appelle un cône des lumières, c'est-à-dire avec deux vrais ailiers sur le côté pour essayer d'apporter beaucoup plus de danger et de recentrer Bernardo. À la sortie, c'est-à-dire qu'il sort un milieu de terrain et il va jouer maintenant dans un 4-3-3 avec deux ailiers purs. Le Portugal ne va plus attaquer du côté gauche, mais beaucoup plus du côté droit. Ils ont compris qu'avec Mbappé sur le côté gauche, qui n'apporte pas beaucoup défensivement, ils avaient beaucoup plus de chances avec un Semedo. Voilà encore un autre exemple. Vous allez voir que Conceição prend le côté et Kanté qui va essayer d'éviter le 1 contre 1 va sortir du marquage de Semedo pour créer un espace à Semedo. Et vous allez voir que Saliba sera aussi obligé de sortir. Et quand ils sortent comme ça, il y a un espace qui se crée et automatiquement, vous vous mettez en danger. Ils ont trouvé la solution du côté droit à cause du manque d'apport défensif de Mbappé. Vous allez voir que Mbappé est assez passif et ils vont profiter de cette passivité pour être plus dangereux sur les côtés droits. Le Portugal n'a plus attaqué avec Léao et il a beaucoup plus utilisé Conceição pour être dangereux. Une fois de plus, Ronaldo n'a pas su profiter de cette occasion parce que ça, c'était aussi une occasion nette de but. L'utilisation de l'espace du côté gauche et vous allez voir comment est-ce qu'ils vont attaquer cette équipe française sur le côté droit. Une fois de plus, ça, c'était une occasion de but. Alors, il faut reconnaître que cette équipe de France est très dangereuse, c'est un fait. Elle est très dangereuse dans les transitions rapides, sauf qu'elle a mal géré ses instants. On a connu cette équipe depuis 2018 par la perfection des transitions rapides. Malheureusement, avec des joueurs qui sont en méforme, vous allez remarquer que avec un joueur comme Giroud qui n'est pas en forme, il y a un impact au niveau de l'efficacité devant les buts.
on ne peut pas nier aujourd'hui que cette équipe française reste très, très dangereuse, que ce soit en contre, mais aussi en attaque placée. Mais en même temps, l'efficacité fait défaut. Si aujourd'hui ils avaient marqué, par exemple, face à cette équipe portugaise, ça aurait peut-être facilité les choses et ça aurait peut-être compliqué moins les rencontres face aux adversaires qu'ils ont rencontrés. Quand vous avez des joueurs comme Dembélé qui sont capables d'éliminer 1, 2, 3 joueurs comme ça, et puis à la fin, ne pas être capable d'être efficace devant le but, cela a des conséquences au niveau défensif parce que là, vous êtes OK, si on ne gagne pas ce match, vaut mieux ne pas le perdre non plus parce que ici, avec un bon tir, tu peux surprendre le gardien. Malheureusement, il donne le ballon à Mbappé et les conséquences, vous les connaissez. Alors, est-ce que l'équipe de France est meilleure avec ou sans Mbappé? On le verra peut-être face à la France, face à l'Espagne, et on aura peut-être des réponses. C'est une demi-finale qui promet beaucoup, avec la meilleure attaque du tournoi face à la meilleure défense du tournoi. Nous sommes curieux le mardi, donc après cette rencontre, nous reviendrons encore une fois de plus pour analyser cette rencontre. Je vous salue et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.